Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans les dialogues de l'ENSA Nantes. Ce cycle de conférences s'articule autour d'un format, le dialogue. Par le dialogue, il s'agit d'entourer un sujet, de rendre saillantes ses lignes de force et d'identifier les controverses qu'il mobilise. Chaque mercredi, pendant 3 semaines, 2 intervenants et intervenantes débattent d'une question qui anime le milieu d'architecture. Mercredi dernier s'est tenu le premier dialogue autour des féminismes en architecture qui a réuni Stéphanie Dadour et Léopold Lambert. Mercredi prochain, Sophie Delay et Suzanne Eliasson dialogueront autour de la question de la fluidité dans les territoires de l'habitation. Et donc aujourd'hui, nous recevons Mathieu Mercuriali et Augustin Rosenstiel pour aborder la question de la place du vivant dans l'architecture et dans la ville. Mathieu Mercuriali, bonjour. Vous êtes architecte, docteur en architecture, chercheur au LIAT, professeur à l'école d'architecture de Strasbourg. Vous réalisez et vous étudiez des projets entre infrastructure et urbanisme. Vous êtes l'auteur de nombreuses publications et de nombreux articles, et notamment l'ouvrage Concevoir à grande échelle, issu de votre thèse, paru en 2018 aux éditions de 42. Augustin Rosenstiel, bonjour. Vous êtes architecte et cofondateur de l'agence SOA. Une partie des travaux que vous menez s'articule autour de la question de l'agriculture urbaine. À ce sujet, vous avez été commissaire de l'exposition Capital agricole, qui a traité donc de ce sujet et qui s'est tenue en 2018 au Pavillon national à Paris. L'exposition était accompagnée d'un catalogue très dense et très fourni, dont vous avez assuré aussi la coordination. Alors la question de l'intégration du vivant est particulièrement prégnante depuis une dizaine d'années, dans la conception des projets, dans les discours des architectes et des urbanistes, dans les médiations du milieu de l'architecture. Comment ménageons-nous, dans les projets urbains et dans l'architecture, la faune et la flore? Quels dispositifs sont mis en place pour intégrer le vivant en ville? Comment les architectes travaillent-ils avec les écologues et les paysagistes autour de ce sujet? Ce sont ces questions et bien d'autres dont nous allons parler ce soir. Alors, pour commencer cet échange, Mathieu Mercuriali et Augustin Rosenstiel, qu'est-ce que le vivant? Et comment, dans vos travaux, vous abordez cette notion? Et tout d'abord, merci d'être avec nous. Augustin, Mathieu, je vous laisse la parole. Comment vous abordez la question du vivant dans vos projets? Enfin, comment vous abordez la notion du vivant? Ok, bonjour Léa, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de cette invitation. Bon, d'abord, je dirais que le vivant, on l'aborde de façon ordinaire, c'est-à-dire en intégrant cette question dans le cycle de la vie et donc en intégrant la question de la mort et en intégrant la question de la décomposition ou du sale selon la façon dont on aborde cette question. Et donc, c'est pourquoi le vivant est de façon habituelle très éloigné de l'architecture parce qu'en milieu urbain ou au sein de l'architecture, on ne laisse rien se décomposer. Et on considère ce cycle du vivant soit comme un danger d'insalubrité, soit comme même une source de pollution, qui peut apparaître quand même assez absurde aujourd'hui, que ce terme si fort de la pollution eh bien, soit associé au vivant. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'image là. Donc, sur cette image, on apprend deux choses. D'abord, les jeunes architectes qui nous écoutent, le fait que le noir sur la ville, sur nos immeubles, eh bien, ce n'est pas de la saleté, et pour majorité, c'est du vivant. C'est-à-dire que ce sont des champignons, toutes des espèces qu'on appelle cavernicoles, qui nichent et qui habitent dans les infractuosités de nos architectures. Et cette pollution n'est pas du tout tolérée, on la combat, enfin, cette salissure. Et ça nous fait penser beaucoup au bâtiment de François Roche, qu'il a pensé à Bangkok, qui est un musée d'art contemporain, équipé d'une résie électromagnétique et qui devait capter la poussière pour faire une culture de la pollution. Hein. Donc là, pour le coup, il s'agissait bien de particules de pollution. Donc, déjà, comprendre que le vivant, dans sa dimension comme ça élémentaire, est une forme
d'agression pour l'architecture, c'est un premier paradoxe qu'il convient d'affronter. Et en plus, tout ce qui se décompose et donc qui est nécessaire aux conditions du vivant, est susceptible d'agresser et de dégrader toutes les parties végétales, même minérales des matériaux de construction. L'architecture du vivant type, c'est la forêt, qui a une grande toiture, qui protège ce qui s'y décompose, donc le bois qui devient du carbone, les feuilles qui deviennent de l'azote, et les champignons qui transforment tout ça pour fabriquer du terreau. Voilà, donc il faut comprendre que ce dont on jouit en ville, donc le végétal, les feuilles, ça n'est qu'une partie du vivant, auquel il manque la partie fondamentale qui est celle de la décomposition. Ce qui m'appelle, alors donc on pourrait imaginer, donc là on avait imaginé par exemple en 2016 une proposition de McDonald's qui consistait à proposer une toiture pour les milieux sauvages, pour faire un terrain vague, donc ça c'est dans le McDonald's, de façon à ce que les végétaux soient protégés et qu'ils puissent se décomposer. Parce qu'en milieu urbain, comme dans tous les déserts, en fait, le végétal étant soumis à la lumière, étant soumis au vent surtout, eh bien, se décompose plutôt sous forme de poussière. Et là, ça nous ramène encore un peu au bâtiment de François Roche, et on est dans un autre type de cycle que celui du vivant qu'on entend un peu communément. Voilà, ça m'amène au deuxième point de ce qu'est une architecture vivante, qui est en fait induit une certaine complexité spatiale, du moins si on entend vivant du point de vue de la diversité, et non pas survivant. Vivre au-dessus, être survivant, mais si on est vivant parmi les autres, eh bien, ça implique une certaine diversité et qui est rendue possible par la complexité des espaces, comme dans celui de la forêt, où il y a des espaces à l'abri, des espaces humides, etc. Et cette complexité, eh bien, elle nous regarde au premier chef, puisque dans l'ère anthropocène, c'est nous qui avons déplacé le plus de particules sur Terre. On a stocké plus d'eau douce que le fait de la nature. On déplace plus de particules de poussière, de sable, etc., que ne font les milieux naturels eux-mêmes. Or, on mène une entreprise de simplification permanente avec l'architecture, puisque nos architectures correspondent plutôt à des formes de simplification rationnelle de nos modes de vie. Voilà, donc il s'agit de faire correspondre un petit peu ces différents cycles. Ça me fait penser un petit peu à la difficulté de travailler avec les politiques, par exemple, qui sont dans des cycles très rapides, et nous, les architectes, qui sont dans des cycles longs. Eh bien, le vivant, c'est dans des cycles encore plus longs. Et donc, l'idée, c'est d'organiser la croisée de ces fonctions. Et je pense qu'il y a deux façons de le faire. Il y a une posture qui consiste à dire, eh bien, notre architecture doit organiser un partage du vivant, donc entre nous et les espèces, ou au contraire, organiser une séparation. Alors, ce n'est pas une question qui se pose en général pour tout, elle se pose à chaque milieu, à chaque croisement de territoire, dans chaque situation. Mais voilà, je dirais que c'est un peu savoir quelle posture on adopte par rapport au vivant. Est-ce qu'on est dans le partage ou dans la séparation? Et ça nous amène à une pensée un petit peu aussi permaculturelle. La permaculture, c'est une conception très générale qui ne se limite pas à l'agriculture, qui est portée notamment par David Holmgren, et qui dit que dans la pensée permaculturelle, eh bien, chaque objet, ou chaque outil, ou chaque sujet est voué à plusieurs fonctions. Et ça, c'est un peu aussi les conditions d'une architecture vivante. Voilà. Alors donc, dans ma pratique, pour retomber un peu dans des choses concrètes, notamment suite à la recherche Capital agricole que nous avons menée pendant de nombreuses années, eh bien, j'essaie de prendre cette question par les deux bouts. D'abord par celui de l'architecte et de la façon dont
on m'a un peu appris à travailler dans les écoles, c'est-à-dire, ça vient du haut, mine de rien, c'est-à-dire qu'on apprend à répondre à des appels d'offres publics, à traiter des programmes. On ne démarre pas les choses soi-même. Je veux dire, quand on est architecte, on ne va pas chercher des matériaux, les acheter, construire et puis essayer que ça corresponde à une demande ou vendre nos productions. Hein, donc, j'essaye d'intégrer cette question du vivant dans l'exercice ordinaire, je dirais, de ma profession d'architecte et d'urbaniste. Et puis, j'essaye aussi de mener des expérimentations qui viennent du bas, donc on aura peut-être l'occasion d'y revenir, je pense, en faisant des expériences sur des formes de partage avec le vivant au sein d'architecture, mais aussi des expériences que je mène moi-même, voilà, avec des écologues et différentes personnes avec qui j'avais commencé ces recherches. Merci beaucoup, Augustin. Et vous, Mathieu, comment est-ce que vous abordez cette notion complexe de vivant? Alors, tout d'abord, merci Léa pour ton invitation et merci à l'école de Nantes de nous accueillir. Alors, la question du vivant, finalement, pour moi, je l'aborde à différentes échelles. Je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit, Augustin. Déjà, à l'échelle architecturale, et j'aime bien cette image, c'est une image d'une ferme de colons dans le Nebraska à la fin du 19e. Et ici, on peut voir sur cette image que finalement, il y avait une vie en osmose qui n'était pas forcément facile, hein, ce n'est pas l'idée de montrer que c'était facile, mais entre des êtres humains dans un milieu qui a été transformé avec cette habitation qui accueille à la fois des humains et des animaux, on va voir 2 chevaux d'attelage, une vache qui broute finalement sur une toiture qui a été fabriquée en partie avec de la terre. Et donc, c'est ici, finalement, le vivant, c'est la matière, en fait. Que ce soit une matière pour fabriquer l'architecture, mais c'est aussi une matière, finalement, qui se déplace, nous, êtres humains. Et c'est une matière aussi qui évolue par cycle, le cycle des saisons avec les végétaux. Et c'est tout ça, finalement, qui constitue notre cadre de vie, qui est la Terre. Et donc, plus récemment, j'ai participé au sein de l'équipe de TVK à la Biennale d'architecture de Venise, où on a travaillé sur une installation qui s'appelle « La Terre est une architecture », qui est également aussi un livre, où on s'est posé la question finalement de cette terre qui a été transformée depuis des décennies, des siècles et des millénaires par l'homme, depuis finalement sa sédentarisation, c'est un point important, pour quitter son nomadisme, sa sédentarisation, et finalement la domestication de la nature, puisque les abris qu'on construit ou les architectures qu'on construit, c'est à chaque fois pour se détacher de la nature et pour se mettre dans une condition humaine. Et c'est ça qu'on a essayé d'essayer de développer, cette question à l'échelle vraiment de la terre territoriale, de cette transformation de notre cadre de vie. Et plus récemment, finalement, ce sera un article qui va sortir, j'ai vraiment essayé de conceptualiser cette idée d'infrastructure du vivant. C'est lié, c'était dans le titre aussi de la conversation, entre agriculture et infrastructure. Moi, je m'intéresse particulièrement à la question de l'échelle infrastructurelle, c'est-à-dire vraiment les infrastructures d'aujourd'hui, qui peuvent être des infrastructures de mobilité comme les modes de transport, comme les autoroutes, les voies ferrées, mais également des supports aujourd'hui comme les data centers au réseau informatique. Et pour moi, j'avais un peu identifié l'infrastructure du vivant comme le moyen d'être la rencontre entre les éléments vivants, que ce soit les humains, les végétaux, les animaux, capables de favoriser et de conserver une biodiversité afin d'assurer finalement les constructions et les ressources pour les générations futures. Parce que cette idée, c'est de se poser à un moment donné, en 2021, sur qu'est-ce que va être l'avenir dans l'urgence climatique, économique et sociale qu'on peut vivre. Et avec ce petit schéma, on pourrait y revenir plus tard, mais c'est finalement de montrer qu'il y a une espèce de frontière entre un cadre de vie extrêmement industrialisé, extrêmement finalement urbanisé, lié au développement numérique, donc tout ce qui est high-tech, avec quelque chose qui est plus low-tech, qui est plus à l'échelle des vivants. Et c'est cette échelle-là qui, je pense, aujourd'hui, peut être intéressant à interroger pour faire ce lien entre high-tech et low-tech dans notre société, à la fois en tant qu'architecte, pour développer les projets.
Et justement, quand on est architecte, en tant qu'architecte, comment est-ce qu'on affronte ce paradoxe, à savoir celui de construire tout en préservant les milieux habités? Alors, vous donnez quelques réponses hein, avec le schéma que vous montrez, mais je pense que c'est une question assez structurante par rapport au thème qu'on aborde. Alors, si je rebondis, puis après, je laisse, pardon, Augustin la parole, c'est finalement, il y a quatre, moi, avec ce schéma, il y avait quatre grandes idées. C'est de redessiner les limites, en fait, de notre métier. C'est-à-dire, aujourd'hui, le métier d'architecte, jusqu'à aujourd'hui, le métier d'architecte, c'était de construire. Mais peut-être aujourd'hui, je le vois avec les étudiants, les jeunes générations, c'est le métier d'architecte, ça ne sera pas de construire, mais de trouver le sujet adéquat pour pouvoir développer de nouveaux cadres de vie. Et c'est bien sûr, c'est en intégrant, le deuxième point pour moi, c'est des nouvelles aménités pour vraiment préserver les sols. Ça, c'est un point important. Je pense que Augustin, tu en rebondir là-dessus. Et c'est bien sûr pour lutter contre le réchauffement climatique, parce que ça, c'est la priorité. Et c'est vrai que le secteur du BTP a une grosse partie, une grosse responsabilité dans ce changement climatique. Et on doit, en tant qu'architecte, pouvoir diminuer cet impact. Et bien sûr, c'est d'augmenter la biodiversité. Ce n'est pas la maintenir, mais c'est l'augmenter parce que c'est notre propre survie en tant qu'être humain parmi l'ensemble de la Terre. Oui, c'est évidemment très compliqué. On est dans un moment de crise et on est face à beaucoup de paradoxes, mais évidemment, c'est un peu inenvisageable aujourd'hui de continuer à conquérir de l'espace ou à le transformer. Et on s'attache plutôt à l'articuler. Et je voudrais dire aussi que pour articuler cette question du vivant avec l'architecture, il me semble indispensable de penser aussi la question agricole. Hein, donc, évidemment, c'est les recherches sur lesquelles nous travaillons, mais parce que l'agriculture ou la culture du sol ou les cultures du sol, d'abord, l'histoire de l'agriculture a beaucoup de points communs avec l'histoire de l'urbanisme et de la ville. Donc, comprendre l'agriculture, c'est une façon de comprendre l'architecture. C'est même une façon de comprendre la ville en général. Et aussi parce que l'agriculture, c'est la pratique. C'est la question de l'expérience. On y reviendra aussi. Donc, qui dit recherche, dit aussi expérimenter sur le terrain. Hein, parce que la botanique, c'est quand même vachement plus difficile. Il faut savoir que c'est très, très technique. Moi, je m'y intéresse un peu et bon, il faut être accompagné, il faut que les gens vous expliquent, quoi. Par contre, l'agriculture, c'est quelque chose qui peut être pratiqué et découvert par les uns et les autres. Voilà, donc je pense aussi que c'est une façon d'apprendre plus de choses, peut-être faire moins de choses et apprendre plus de choses. Merci beaucoup. Alors, dans les projets urbains, la question du vivant, elle est beaucoup abordée, pas seulement, mais en tout cas beaucoup, à grande échelle, et notamment à travers les questions de trame verte, de trame bleue, de trame noire. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs et nos auditrices, revenir sur ce que recouvrent ces différentes notions et sur la manière dont vous vous situez par rapport à ces éléments? Peut-être Augustin, comme tu avais la parole. Oui, je vais rebondir. Oui, alors les étudiants en architecture, je suis sûr, ont déjà découvert ces documents cartographiques hein, qui nous font aborder la question du territoire et notamment de la nature à travers voilà, des documents spécifiques. La trame bleue, l'eau, la trame verte, donc le vivant, le végétal, l'animal. Bon. D'abord, il faut noter le fait que pour parler de ce qui est en général beaucoup plus petit que nous avons tendance à utiliser des outils qui sont à des échelles très larges. Voilà. Hein, donc, on a pensé à un modulor pour dessiner notre condition urbaine moderne et on doit se poser la question sur l'échelle de nos colocataires, hein, les insectes, les animaux, etc. Et donc, quand on voit ces plans de trame verte, de trame bleue, il ne faut pas tomber dans le piège de se dire que ça représente la nature. En fait, ça représente plutôt ce que serait un plan d'évacuation dans un immeuble, vous voyez, pour le vivant. Hein. Il faut se mettre à la place des écologues qui font ces plans. Ils considèrent que rien ne sera fait après eux
et donc ça apparaît de manière un petit peu figée, comme ça. Hein. Or, je pense que nous sommes là pour envisager, à travers notre production architecturale, les conditions de ce partage et de la mobilité, parce que dans le vivant, il est question d'habitat, de logis et de mobilité. Voilà, donc à ces cartes, il me semble aussi important d'ajouter les cartes de la pédologie, c'est-à-dire des valeurs aussi agronomiques des sols, hein, qui nous permettent aussi de savoir, quand on intervient dans un projet, sur quel type de sol, à quel type de sol on est confronté. Donc, je vais vous montrer peut-être comme ça un projet. Vous voyez l'écran là? Voilà. Voilà, donc ça c'est un projet urbain concret, hein, donc on a remporté sur la commune du Crès, qui est donc dans la métropole montpelliéraine, et donc un projet de 60 hectares qui a été négocié il y a longtemps par le SCOT, donc par le schéma de cohérence territoriale, négocié avec la Chambre d'agriculture, envisageant l'arrivée de nombreux logements sur des terres agricoles, donc un certain drame, hein, et donc on a demandé de relever un petit peu le défi de ce que pourrait devenir ce territoire et comment est-ce qu'il pourrait améliorer les fonctions agricoles, les fonctions naturelles et les fonctions urbaines d'un même geste. La première chose qu'on a dit, c'est que donc, la parcelle est ici, hein, c'est que donc excusez-moi, l'existence est ça, voilà, et que le principe que l'on va mettre en place va pénétrer les zones monofonctionnelles existantes de cette périphérie, à savoir les zones industrielles, les zones d'activité et le pavillonnaire. Donc, on a été d'accord pour dire, enfin, on ne nous a pas demandé notre avis évidemment, hein, que voilà, il y a un bout de campagne qui a été voué à être urbanisé, et nous, on a dit, on va faire un système donnant-donnant qui va pénétrer à l'intérieur de la ville. Et pour commencer ce partage des sols, donc on a eu évidemment des relevés donc des études d'impact environnemental sur quels étaient les animaux qui nichaient, etc. Mais on a aussi fait des études pédologiques pour savoir à quelle terre on avait affaire et qu'est-ce qu'on pourrait continuer de cultiver et comment est-ce qu'on pourrait envisager des cultures qui soient à la fois alimentaires et en même temps des cultures sauvages. Je reviendrai un petit peu après sur cette notion de culture sauvage parce qu'elle est fondamentale, je pense, dans la discussion d'aujourd'hui. C'est une autre expérience, mais que je vous montrerai un petit peu après. Et donc, dans ce quartier, on a proposé d'avoir des trames beaucoup plus fines sur le déplacement du vivant. Hein, donc, ce sont des accueils alternativement des cultures d'arbres avec des prairies mésophiles qu'on voit ici et ici, et donc qui permettent la circulation du vivant parce qu'au niveau du sol, ce sont des plantes sauvages, et puis des séries de haies qui accompagnent les rues et les déplacements piétonniers qu'on voit ici, et des séries d'immeubles qui sont sur pilotis et avec en lieu et place de ce qu'on appelle habituellement la résidentialisation, c'est-à-dire les parterres, le gazon et tout ça, et qui est finalement une agriculture comme une autre, et une agriculture souvent d'ailleurs qui est très pauvre, hein, qui cultive peu d'espèces, et bien d'avoir donc des cultures sauvages. Et donc, on ménage dans ces bandes comme ça, à la fois des fonctions urbaines, voilà, des stationnements en silo, de l'habitat, des immeubles et de l'agriculture et des espèces vivantes. Voilà, donc ça c'est le projet d'après. Voilà donc un peu un exemple comme ça de la façon dont on peut améliorer, il me semble, la mobilité et l'habitat au sein de nos dispositifs urbains, sans simplement se reposer sur le fait que des écologues ont prévu ou ont repéré des corridors ou des petits passages. Voilà, parce qu'il faut être aussi en capacité de faire des aménagements qui permettent à toute forme d'animal de se déplacer, voilà, et de nicher. Donc, il faut aussi que on ait les bonnes plantes, d'où
les cultures de plantes sauvages sur lesquelles je reviendrai, mais je ne vais pas trop m'étaler pour le moment. Merci beaucoup, Augustin. Alors, je voulais vous demander, vous avez tous les deux étudié, alors pour Augustin par la question agricole et pour Mathieu par le biais de la question des infrastructures, l'évolution du vivant au cours de l'industrialisation. Alors, que fait l'industrialisation à la manière dont on appréhende le vivant dans l'architecture et est-ce que ça marque une rupture? Peut-être Mathieu, si vous souhaitez prendre la parole. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que finalement, l'industrialisation de notre société, de notre cadre de vie, elle ne date pas d'hier. Comme j'ai dit, elle est liée vraiment à la sédentarisation, la domestication et l'agriculture. Si on revient un peu moins loin, j'aime beaucoup cette image, c'est une vue d'ensemble d'une ferme, la ferme de Torio en Touraine. Donc, c'était l'idée au 19e de faire des grandes fermes sur des centaines d'hectares qui étaient comme des usines en fait, à fabriquer de la nourriture à la fois pour les hommes et les vivants. Donc, vraiment organisé à très, très grande échelle, bon, à l'image des grandes fermes aussi de l'Empire romain. Et c'est l'idée, c'est que l'homme contrôle en fait l'espace qu'il a autour et le met à très, très grande échelle. Et au même moment, un des outils de l'homme, c'était le cheval. Et j'aime beaucoup cette image qui est tirée du livre de Bernadette Lisset, là, sur le cheval dans la vie quotidienne, qui indique les chevaux au deuxième étage. Et finalement, avec aussi une belle faute d'orthographe, mais c'est de dire que finalement, les chevaux, les animaux, on les a mis dans une contrainte d'espace dans lequel ils ne sont pas habitués, parce qu'ils vivent dans les grands espaces, et finalement, on les a contraints comme des outils pour fabriquer ce monde industrialisé qui est lié au profit et au développement finalement depuis le 19e de tous les secteurs industriels, jusque dans les années 60 avec ce livre de Ruth Harrison qui est Animal Machines, qui est vraiment très important puisque c'est vraiment la dénonciation, on en parle beaucoup aujourd'hui du bien-être animal, mais déjà à cette époque-là, où les animaux sont juste en fait des objets qu'on va utiliser pour se nourrir. Et on a une dissociation, et c'est lié vraiment aussi à cette période des 30 glorieuses, où on va vraiment s'affranchir de l'espace naturel, du vivant, pour pouvoir aussi se mettre dans des espaces clos, dans des espaces qui sont contrôlés avec une température, le chauffage, la climatisation, et on vient vraiment se dissocier en fait de la nature, jusqu'à un point extrêmement, comment dire, presque, là c'est grotesque, avec ces grandes fermes. Donc ça, c'est une ferme qui est en train de se construire en Chine, où chaque année, il y aura 2 millions de porcs qui seront produits avec 84 000 truies, où finalement, à travers de grands bâtiments, on ne sait pas si c'est des entrepôts, si c'est des immeubles de bureaux ou ce que c'est des data centers. Non, ce sont des porcheries sur plusieurs étages qui sont vraiment industrialisées, où tout est contrôlé, où l'animal n'existe plus. Et donc, c'est ça aujourd'hui qu'on pose comme question sur cette industrialisation du vivant. Et c'est ce qu'on paye quelque part avec toutes ces transformations climatiques, puisque on s'est affranchi en fait des cycles de vie, puisque les porcs vivent un certain nombre d'années, un certain nombre de mois plutôt, de façon très courte, et n'ont pas la jouissance de leur vie. Et ça, c'est finalement cette question qu'on pose avec l'industrialisation, c'est les cycles en fait, les cycles des saisons, les cycles en fait de reproduction, et puis les cycles finalement pour que la biodiversité puisse se développer et se régénérer. Merci beaucoup pour ces images qui ont un caractère très sidérant, qui sont assez fortes. Et je me demandais quels sont les outils pour vous à mobiliser, et notamment quand on voit ces images assez sidérantes, je pense que c'est particulièrement utile. Donc, quels sont les outils à mobiliser quand on est architecte, quand on est étudiant en architecture ou étudiante en architecture, pour mener une réflexion sur une architecture, un espace public, une infrastructure qui prennent en compte la faune et la flore et qui proposent de penser une coexistence entre l'humain, la faune et la flore. Est-ce que c'est l'enjeu, c'est de mobiliser les bons acteurs, les bonnes actrices et de travailler avec des écologues ou des paysagistes? Est-ce qu'il faut mener un travail de restitution beaucoup plus précis de l'existant? Est-ce qu'il faut modifier de manière plus profonde les mécanismes du processus de conception? Et si oui, comment? Voilà, quels sont les outils
à mettre en place? Question pas évidente, hein. Peut-être qu'on a parlé des outils classiques de reconnaissance. C'est très important, la reconnaissance, de comprendre qui habite les territoires sur lesquels on se projette. Alors, il y a d'autres outils de reconnaissance qui ne sont pas habituels. On a parlé des sols, hein, par exemple. Mais il n'y a pas que la reconnaissance. En fait, ce qui est difficile à comprendre pour l'architecte, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'identifier, de reconnaître, et puis après de faire l'architecture, de remplir le cahier des charges fonctionnel finalement qui nous est demandé. Il faut que dans le processus créatif, on puisse aussi un petit peu se confronter à cette question du vivant et donc faire de l'écologue, par exemple, un partenaire de conception. Je vous montre un exemple. Voilà, vous voyez l'écran. D'accord, voilà. Donc ça, un immeuble que l'on construit à Paris dans le 18e. Bon, donc c'est un foyer de travail pour le compagnon Emmaüs. Donc c'est une architecture qui parle d'une version très contemporaine d'Haussmann, très frugale, avec un usage de la pierre. C'est un bâtiment en pierre massive, avec une structure en bois et une isolation en chanvre. Enfin, bon, c'est aussi ça le vivant, mais ça, on connaît un peu plus. Je ne dis pas du tout que c'est facile, mais bon, ok, ça c'est notre partie habituelle pour laquelle on est formé, etc. Et sur le toit, en fait, il faut savoir qu'au cours de la restauration de la ville de Paris, la réparation de la ville de Paris, eh bien, en réparant les toits qui étaient insalubres et éventrés, eh bien, on a aussi nettoyé la ville, et Paris était quand même un des milieux les plus riches en matière de biodiversité, hein, par rapport à l'Île-de-France. Bon, ce n'est pas étonnant parce qu'elle est entourée de grandes cultures et notamment beaucoup de monocultures. Voilà. Donc, en fait, la toiture est historiquement un lieu d'habitat très important. Et donc, nous sommes en train de faire une tentative avec donc Florent Hiver de construire une architecture. Excuse-moi de t'interrompre, peut-être tu peux préciser qui est Florian Hiver et quel est son rôle. Pardon, Florent Hiver qui est écologue, biodiversité. Alors, je ne veux pas l'impliquer, enfin, il m'aide à faire ce projet et c'est un projet de notre initiative. Hein, voilà. Parce que c'est un écologue, voilà, lui, il mène des expériences de son chef à lui qui sont différentes. Voilà, mais nous, c'est une expérience d'architecture et on lui demande son aide. Alors, on se dit, bon, voilà, on sait que, comme je le disais tout à l'heure, l'architecture du vivant, c'est forcément un milieu complexe parce qu'il faut s'abriter du vent, il faut pouvoir permettre la décomposition des matières. Et on sait aussi que pour que nichent certains animaux, il faut réunir un certain nombre de caractéristiques. Alors d'abord, on va planter sur ce toit que des espèces sauvages. J'aurai sûrement l'occasion de vous le montrer après. C'est un peu la dernière expérience que je vais vous montrer sur la culture de plantes sauvages. Mais on a aussi la volonté qu'il y ait des matériaux qui se décomposent et on veut aussi qu'il y ait des endroits qui soient à l'ombre avec l'idée qu'il y ait aussi certaines espèces ciblées qui puissent venir ici. Alors, on a discuté donc avec Florent qui me dit bon, ben voilà, là, ça pourrait intéresser, par exemple, le faucon cresserelle, s'il y a certains espaces entre les dispositifs que tu vas mettre, peut-être aussi des chauves-souris, etc., etc. Et donc, mais cette architecture du vivant, cette architecture complexe, on doit se poser la question alors de savoir si on fait quelque chose de complètement aléatoire, c'est un peu le sens de cette image. On s'est posé la question de savoir si on allait faire comme dans un Mikado. Donc, on a pris les poutres de l'immeuble, du petit immeuble existant qui était en place, dont on a considéré que s'il y avait des traitements, ils étaient tellement vieux et tellement anciens que ce bois serait susceptible de se décomposer. Et donc, on s'est dit, soit on les jette comme un jeu de Mikado pour fabriquer un peu un chaos ou un espace complexe, mais dans ce cas-là, il va falloir nous-mêmes venir les jeter, soit on est capable de faire un descriptif, on est comme des architectes, il y a des entreprises qui vont venir, et donc on s'est dit non, ce n'est pas la peine, peut-être que si on crée déjà un entrelac assez complexe et qu'on le confronte à un autre relief qui est celui de la terre qu'on vient ajouter,
on a un milieu suffisamment complexe qui va permettre à certaines plantes de mieux s'installer que d'autres et à certains animaux de mieux nicher que d'autres. Voilà, donc sur ces dessins, Florent nous a dit on comptait sur le fait que les boisseaux de cheminée abritent bien ici. Il a dit que ce n'est pas suffisant, donc il va falloir mener un parvent un peu plus important et puis une forme de pente qui ménage un coin un peu plus humide. Voilà, donc bon, on a la chance qu'il nous aide. Sans lui, on n'a peut-être aucune chance d'arriver à nos fins. Mais en tout cas, c'est une expérience qui nous permet d'envisager des architectures qui ne soient pas simplement des niches, vous voyez, ou des nichoirs. Voilà. C'est plutôt des espaces. Alors là, contrairement au projet de Montpellier, on est dans une forme de partage plutôt séparé. Voilà. On n'habite pas le même lieu. Hein. L'idée étant ici de restituer une partie pour le nichage de ces oiseaux et de petits insectes aussi. Donc voilà comment l'écologue peut participer ou aider l'architecte aussi dans un processus de conception. Merci beaucoup, Augustin. Et pour vous, Mathieu, quels sont les outils à mettre en place? Alors, moi, je vais plutôt du coup faire le point et vous parler un peu de l'expérience plutôt pédagogique en fait par rapport à un enseignement que je développe en master à la fois dans le cadre d'un séminaire et dans le cadre d'un atelier de projet qui s'intitule donc Infrastructure du vivant. Et là, l'idée à travers cette année pour les étudiants, c'était vraiment de se confronter vraiment aux différents êtres vivants, de concevoir finalement, de réfléchir sur les différents territoires et comment les territoires des êtres vivants s'interpénètrent finalement, à la fois dans le séminaire, donc c'est se rendre compte aussi des échelles en fait des êtres vivants et comment finalement l'impact de l'architecture ou de l'organisation du territoire impacte très fortement à la fois la faune sauvage mais aussi domestique. Et puis pour l'atelier de projet, les étudiants ont vraiment étudié, finalement, fait une réflexion sur une ferme modèle où un des médiateurs qui était important, c'était le cheval qui était au milieu. Et le week-end dernier, on a eu la chance de pouvoir finalement partir en workshop un cheval qui est dirigé par Nathalie Friet, donc qui est psychopraticienne en médiation équine et avec qui on a mis en place ce workshop où finalement les étudiants étaient confrontés à des êtres vivants pour se rendre compte de l'échelle et de la mouvance en fait des êtres vivants. Et ça, je pense que c'était vraiment important de se confronter à cette échelle. À la fois le cheval dans son milieu de travail, le manège, mais aussi le cheval dans sa vie entre guillemets de cheval dans les prés, avec une initiation finalement, avec une rencontre avec les animaux. Et finalement, c'est de cette rencontre est né 6 projets, parce qu'ils ont 6 projets un peu utopiques de fermes, où finalement ils viennent rencontrer l'échelle du paysage, l'échelle du territoire, l'échelle de l'architecture. Et c'est ça que je pense qui est important aujourd'hui, c'est de se confronter à la très très grande échelle. On parlait de trame bleue, de trame verte, mais à la fois d'opérer à une toute petite échelle, l'échelle de l'architecture. Et je pense que ça, c'est extrêmement important puisque finalement, c'est à cette échelle-là qu'on va résoudre, à la petite échelle. Et aussi de savoir quelle est la juste manière de construire. Et cette juste manière de construire, c'est aussi de trouver l'échelle du projet. Ici, c'était un des projets des étudiants où finalement, il y a l'échelle du cheval qui va rencontrer l'échelle de l'être humain et qui va se rendre compte finalement qu'il y a des espaces à vivre, à la fois couverts, mais la plupart du temps, finalement, on va vivre à l'extérieur. Et ça aussi qui est important, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'architecte, il faut proposer des alternatives à la construction, à l'abri même, mais c'est de concevoir tous les espaces et pas seulement les espaces abrités. Et voilà, ça c'était encore une autre proposition finalement, avec aussi l'idée d'introduire la question du matériau. L'idée du vivant, c'est aussi de choisir les bons matériaux, choisir finalement les matériaux qui vont pouvoir se régénérer. Bon, ça c'est assez classique dans la question écologique, mais c'est de minimiser la technologie. Je pense que ça c'est un point important, c'est qu'aujourd'hui on est dans une société surtechnologique et c'est peut-être aussi d'apprendre finalement à travers des moyens très simples, même par le dessin, le fait de dessiner à la main, simplement, ne pas forcément dessiner à l'ordinateur, c'est d'avoir aussi une économie de moyens dans les projets et même dans la conception. Ça c'est un parti pris qui est assez fort parce que certains architectes abordent le vivant plutôt justement par une ingénierie très sophistiquée et autres. Et là, c'est plutôt un vivant décroissant que vous nous présentez.
enfin décroissant, le mot est peut-être un peu trop fort et trop politique, mais c'est très intéressant aussi de le situer sur un registre politique comme vous le proposez. Ça me permet de rebondir, Mathieu, sur le travail que vous menez pour votre HDR. Alors, pour les étudiants et étudiantes qui nous écoutent, la HDR, c'est l'ultime et le plus haut diplôme que l'on passe et qui permet ensuite d'encadrer des thèses. Et donc, Mathieu, vous êtes en train de travailler sur votre HDR, donc sur ce diplôme ultime, et pour lequel vous travaillez sur la trajectoire architecturale, urbaine et territoriale d'un animal, le cheval, ce qui vous amène à l'étudier sur le temps long. Je parlais d'industrialisation tout à l'heure. Et j'aurais aimé que vous reveniez, que vous nous disiez quelques mots sur cette histoire de l'architecture et de la ville par le cheval. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, si je rebondis sur la question du cheval, je trouve que c'était le médiateur qui était vraiment le dénominateur commun finalement sur le lien entre cette domestication, ou en tous les cas cette dissociation de l'homme et de la nature, des êtres humains et de la nature, en lien avec les infrastructures, puisque auparavant, je me suis beaucoup intéressé aux infrastructures de mobilité. J'aime bien cette image, il y a un centre équestre qui est à Londres, qui se trouve sous des autoroutes urbaines. Et finalement, le cheval, il a traversé le temps. C'était vraiment un outil de travail. C'était un outil aussi de représentation avec, au Moyen-Âge ou même sous Louis XIV, où il y avait les grands écuyers du roi. Et aujourd'hui, le cheval, c'est la représentation du loisir. On est dans une société de loisirs finalement, et le cheval est un outil pour développer cette société de loisirs. Et finalement, il a été supplanté dans son action mécanique par les voitures, par la machine. Et finalement, c'est peut-être la question que je pose, c'est non pas un retour en arrière, comme vous êtes une décroissance, mais comment aujourd'hui on va cohabiter dans différents mondes. Le monde de la défense, le monde du numérique, du tertiaire, avec un monde qui est peut-être plus lié à la Terre, non pas un retour à la Terre, comme il y a eu à un certain moment, mais en tout cas une prise en considération de la Terre. Ici, c'est l'exemple de la ferme du bonheur de Roger Després, donc à Nanterre, où finalement, il y a différents moyens pour aboutir finalement à cette relation à la nature ou aux êtres vivants qui sont possibles. Et j'aime bien cet exemple aussi qui est assez caractéristique du monde dans lequel on vit. C'est à Brétigny-sur-Orge, donc dans le sud de Paris, dans la grande couronne. Ici, on voit une ancienne piste d'une base militaire aérienne qui aujourd'hui accueille une école de drones, mais elle accueille aussi deux acteurs sur place qui sont assez étonnants. À gauche, on voit un entrepôt, le plus grand entrepôt Amazon en France. Donc, ce n'est pas un hasard s'ils sont implantés là, puisqu'il y a cette future ferme de drones, pardon, pas une ferme, cette future plateforme de drones. Et il y a la ferme de l'Envol, qu'on voit ici, qui est encore dans ses balbutiements, qui est menée par un ferme d'avenir et qui va développer une ferme donc, biologique, bien sûr, en permaculture, sur des terres qui n'ont pas été cultivées depuis des dizaines et des dizaines d'années, donc qui sont libres en fait de tout pesticide et de tout entrant phytosanitaire. Et j'aime bien cet exemple parce que même pour les auditeurs, principalement peut-être des étudiants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est un peu mosaïque et qu'il y a plein d'initiatives et que finalement, il y a des initiatives très numériques, avec Amazon, avec toutes les controverses qu'on connaît. Et puis, il y a d'autres initiatives qui arrivent à plus petite échelle, la ferme de l'Envol, qui ont leur place, en fait, dans un milieu qui est quand même périurbain et très urbanisé. Merci beaucoup, Mathieu, pour ces exemples. Dans l'exposition Capital agricole, qui était très intéressante, Augustin, à un moment donné, il y a un paradoxe que vous soulevez et moi qui m'avait beaucoup interpellée, ne le connaissant pas, c'est que plus la terre est riche, moins elle permettra d'accueillir de biodiversité. Et vous nous montrez certaines expériences malheureuses, notamment à Fribourg, si je ne me trompe pas, et qui donnent à réfléchir aux bonnes pratiques qui ne sont pas forcément liées aux a priori qu'on peut avoir. J'aurais aimé que vous reveniez sur ce paradoxe, sur cet exemple de Fribourg, et du coup sur ce que l'on peut mettre en place pour éviter, en pensant bien faire, d'être complètement à côté. Ouais, on ne peut pas dire que c'est une expérience malheureuse, Fribourg. Parce que oui, j'exagère un peu. Je caricature. Non, mais en fait, voilà, c'est une petite idée qui peut servir aux étudiants qui nous écoutent parce que il faut comprendre que
entre ce qu'on recherche en agronomie pour faire pousser des choses et ce qu'on recherche en termes de biodiversité. Enfin, la croissance de la biodiversité et la croissance agronomique sont deux flèches qui vont l'une contre l'autre, grosso modo. Hein. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à les concilier et à ce que ce ne soit pas aussi trivial que ça. Pourquoi? Parce que plus on nourrit une terre, et plus ce sont les mêmes espèces invasives qui règnent. Hein. C'est comme nous, les Américains, les Français, quand on a fait des colonies, voilà, on s'est imposé. C'est la même chose. Ce sont des espèces qui colonisent et qui règnent et donc qui appauvrissent un milieu. Voilà, donc d'où le fait que en Île-de-France, en 1900, quand on a noté l'extraordinaire essor des cultivateurs des spécialistes de la banlieue agricole, et qu'on a vu qu'ils étaient installés sur des terres qui avaient des qualités agronomiques très médiocres, et qu'elles étaient par contre très habitées, c'était des niches de biodiversité très importantes. Bien, ces cultivateurs qui ont amendé ces terres avec les immondices de la ville, ils les ont tellement bien amendées que quand ils étaient sous la pression foncière, quand ils devaient déménager, ils déménageaient avec leurs terres. Et donc, ils avaient créé de très bonnes terres. En créant de très bonnes terres, on aurait dû enregistrer une chute assez forte de la biodiversité, donc qui s'est passée malgré tout avec l'impact de la révolution industrielle, mais pourquoi est-ce qu'à cette époque-là, il n'y a pas eu une baisse de la biodiversité, qu'on a pu concilier, on va dire, vivant et bonne terre bien nourrie? Eh bien, c'est parce que l'espace était très complexe. Des petites parcelles imbriquées, etc. Tout ce petit bazar permettait le vivant. Mais ça m'amène aussi vers une deuxième idée, parce que maintenant, ce n'est plus le cas. Hein, les espaces ont été simplifiés. L'urbanisme moderne a donc envisagé des figures monofonctionnelles types, et nos territoires, pour l'Île-de-France, sont organisés avec des assemblages assez élémentaires et qui se répètent un peu partout. Donc, je vais en venir à cette notion d'une culture du sauvage, qui est encore une façon de parler d'agriculture, enfin, voilà, mais autrement que celle habituelle qui consiste à simplement manger. Et donc, une expérience où j'ai aidé, on va dire, une botaniste qui s'appelle Élodie Seguin, qui est donc partie de cette nouvelle branche de la botanique qui consiste à qu'on a tellement modifié les milieux qu'il faut intervenir. Hein, parce que normalement, la botanique, on regarde, on n'intervient pas. On regarde même une espèce s'éteindre, on observe et puis on conclut. Voilà. Bon, elle fait partie des gens qui disent non, non, on peut faire des choses. Donc, moi, je l'ai aidée, je l'ai accompagnée surtout pour découvrir et puis pour mener aussi une expérience personnelle par la suite. Donc, elle a eu, comme on avait fait ces recherches ensemble, elle était vachement sympa. Elle m'a un petit peu initié et elle m'a permis de démarrer une aventure qui va, vous allez voir, mener à l'architecture et aux objets qui nous intéressent dans les écoles d'architecture. Donc, la première chose, c'est d'aller dans des endroits dont seule elle a le secret pour aller ponctionner des plantes, des graines sauvages hein, qui manquent tellement à nos territoires. Donc, on ponctionne dans des petites prairies très précises. Et puis, j'ai mené une expérience de naissage. Ça consiste à faire naître des plantes sauvages, donc à les cultiver. Donc ça, c'est moi, je lui ai servi un peu de cobaye. Donc chez moi, j'ai fait naître 10 000 plantes sauvages que j'ai un peu distribuées un peu aux copains, aux archis, pour leur dire, voilà, elle existe, Élodie, Parissiflore, sa pépinière de plantes sauvages, il faut absolument s'intéresser à ce qu'elle fait. Voilà, c'est ça le vivant, quoi, grosso modo, c'est ça ces plantes, parce que c'est dans ces plantes-là que nichent les insectes. Donc moi, en maniant tout ça, j'ai aussi fait l'expérience, j'ai compris les insectes, j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai compris que ces plantes-là se partageaient le temps et l'espace. Donc, bon, l'observation de la nature, je veux dire, on a encore plein de choses à apprendre, et surtout nous qui sommes un peu déconnectés comme ça. Et après, une fois qu'on a fait naître, eh bien, on repique. D'accord? Bon, donc là, c'est un repiquage dans un jardin. Donc, c'est une façon de concevoir un jardin. Mais moi, j'ai été, après
dans une expérience plus personnelle, puisque je me suis lancé dans une culture de raisins de table près de Fontainebleau, dans un petit village dont la forme urbaine est totalement issue des cultures des spécialistes de 1900. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc, avec l'idée de mélanger des cultures alimentaires avec des cultures sauvages et en même temps de concevoir ça dans de l'architecture. Donc, ce que vous voyez là, c'est des murs. Donc, Thomery, c'est 5 km de murs, comme ça, sur lequel on cultive des raisins. Et moi, au niveau du sol, j'ai décidé de mener cette culture sauvage et d'enrichir, on va dire, cette prairie et de la complexifier. Donc, chacun chez soi, mais en même temps, on est ensemble. Voilà, moi, je suis là. Les cultures, donc j'ai replanté tout un tas de vignes, j'ai restauré des anciennes vignes. Et voilà, on lance le repiquage aussi de toutes les plantes sauvages. Il y en avait déjà pas mal, donc Élodie est venue. Et voilà. Donc, on continue d'enrichir cet espace. Pour dire agriculture, habitat et sauvage se font au sein d'un même lieu. On pourrait très bien dire, bah non, mais ici, on va aussi mettre des vignes, mais bah non. Puis en plus, c'est aussi une façon, d'abord, je ne suis pas viticulteur, et puis je suis architecte, et je fais ça, ça me prend déjà beaucoup de temps, mais c'est une conception d'un espace qui nourrit et qui fait aussi qui participe à restaurer l'espace sauvage. Ça, c'est Thomery dans les années 1900, donc il faut voir que c'est une ville dans laquelle il y a partout cette culture. Et il faut voir que dans le dessin de l'agriculture et dans le dessin possible de cette combinaison entre architecture et sauvage, se jouent potentiellement aussi nos espaces publics. Pour moi, l'espace public, c'est l'espace politique, c'est celui où on doit pouvoir aller manifester ou se rencontrer, des choses plus joyeuses, mais aussi se saisir ou se ressaisir. Et donc, construire des murs pour cultiver, libérer la terre, pour cohabiter avec le sauvage, je trouve ça une merveilleuse façon de transformer ou voire de multiplier ou de s'appuyer sur des dispositifs qui étaient déjà faits. Donc voilà, ça c'est Thomery en 1900 et ça n'a pas changé. Simplement, il y a des petits pavillons des années 70 qui se sont mis entre. Hein, on voit un peu comme ça la vue du ciel. Mais, voilà. Et donc, toutes nos banlieues et toutes nos villes ont des traces de ce type-là. Alors là, c'est extra marqué. Hein, mais beaucoup de nos villes ont des infrastructures qui nous permettraient d'envisager de concilier une place pour le sauvage, une place pour l'agriculture et une place pour les fonctions urbaines, et que ce mélange soit aussi celui de l'espace public. Merci beaucoup, Augustin. Je me rends compte que j'ai encore beaucoup de questions à vous poser et que l'heure file. Alors, j'aimerais juste dire aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent de ne pas hésiter à mettre des questions en commentaire, à en mettre en commentaire et sur le Zoom et sur Facebook, que je puisse voir quelle est la densité des questions pour ajuster les miennes et peut-être pas toutes les poser pour vous laisser de la place. En attendant que les éventuelles questions soient écrites, tu as évoqué la question du sauvage et ça m'amène à parler aussi de l'indésirable et de ce que l'on appelle le nuisible de manière très violente et la prolifération d'une plante invasive, les rats, les cafards, et tout ça. Quand on est architecte urbaniste, comment est-ce qu'on pense la cohabitation avec cette autre faune et flore qui peut échapper, et tant mieux d'ailleurs, à notre contrôle? Je ne sais pas si Augustin ou Mathieu, l'un de vous, c'est pas une question évidente. Hein. Bah, en fait, tu poses la question, finalement, c'est de la question de l'incertitude et de la question, finalement, du non-contrôle, en fait. C'est-à-dire que finalement, aussi, et d'une certaine obsolescence, j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'obsolescence des bâtiments, des infrastructures, et quelque part, tous ces nuisibles ou tous ces interférents nous renvoient à notre propre condition finalement d'essayer d'avoir un cadre bâti qui soit toujours contrôlé et entretenu, et finalement de vouloir éradiquer tout ce qui n'est pas dans cet ordre en fait organisé.
Et finalement, même le choix en fait, des êtres vivants avec lesquels on veut vivre, c'est aussi une organisation. Et qu'on a beaucoup parlé de nuisibles, qui aujourd'hui, on se rend compte, il y en a certains qui sont plutôt des collaborateurs. Et je pense que c'est important de parler de la question de la collaboration avec le vivant. Alors moi, j'avais quelques petites images, je ne sais pas s'il y a encore le temps, vraiment Oui, je hyper pense que rapide. oui, bien sûr. Ouais. Non, j'ai plutôt dit ça pour que les personnes qui souhaitent poser des questions puissent avoir le temps de Et les donc, écrire. moi, je pense que la question nuisible, c'est plutôt la question de la collaboration avec les vivants. Et j'avais fait 3 images qui étaient un peu à 3 époques très, très différentes. C'est des architectes en fait, qui ont réfléchi sur cette collaboration avec le vivant. Ici, on reconnaît donc la cité idéale de Lachaud avec Claude Nicolas Ledoux. Et finalement, lui, il va reprendre les principes de la nature, non pas avec un biomorphisme, on parle beaucoup aussi de biomorphisme dans l'architecture, on va copier le vivant pour essayer de le comprendre en tous les cas. Lui, il va plutôt essayer de faire une forme qui est organisée et qui va collaborer avec la nature, puisqu'ici, il avait besoin de la forêt et il a besoin aussi de récolter le sel et de la terre, et donc de converger vers cette forme, comment dire, presque idéale. Mais c'est aussi Le Corbusier avec la ferme radieuse et le village coopératif, où finalement c'est une organisation du territoire ou une collaboration finalement avec des fermes qui étaient réparties comme ça sur le territoire, où il n'y avait pas non plus comment dire, de coupure dans le territoire. Ça, c'est un point important parce que les infrastructures coupent en fait le territoire et empêchent en fait les espèces sauvages de se rejoindre. Et là, c'est l'idée d'avoir une espèce de lien, même si c'est très fonctionnaliste, de lien entre les espaces bâtis et les espaces non bâtis. Et avec un autre projet d'Agricultura City de Kisho Kurokawa, qui représente bien, donc c'est un projet de 1960 au Japon, d'une ferme comme ça qui se répand sur une grille avec le territoire qui est complètement contrôlé, où là finalement la nature est sous emprise. Et donc la question de l'indésirable n'est pas absolument pas voulue. Et aujourd'hui, on arrive dans une époque où finalement, c'est beaucoup plus hybride et cette question d'hybridation, elle est intéressante sur ce point de vue justement des espèces peut-être nuisibles, en tous les cas indésirables. Merci beaucoup, Augustin. Est-ce que l'indésirable et notamment les poutres que tu montrais, comment faire en sorte qu'elles soient, comment contrôler, ou ne pas contrôler d'ailleurs, c'est peut-être la position que tu défends, la prolifération de certaines espèces. Les virus, tu veux dire, par exemple, comme le Covid? Non, mais même de certains insectes, de certaines. Non, non, non. Ben, bon, alors, moi, j'ai pas de. Enfin, comment dire, le regard qu'on porte sur les espèces, il est multiple. Hein. Il y a des écologues, il y a des écologues qui travaillent même avec des chasseurs. Paradoxalement, des chasseurs sont des fois des gens qui connaissent très bien et qui permettent de repérer des équilibres. Et il me semble que c'est la fonction même de celui qui travaille la terre que de réguler ces questions-là. Et le monde urbain s'est emparé de la question de la nature pour ne laisser qu'à ceux qui travaillent la terre que la fonction de produire, quand il semble incontournable eh bien, de se repencher vers ceux qui ont les pieds dans la terre pour réguler voilà, les espèces vivantes. Alors, je ne parle pas des rats ou des pigeons, parce que, voilà, mais il faut savoir aussi qu'à Paris, il n'y a quand même pas beaucoup d'espèces. Hein, c'est assez, il y a peu de, il y a peu d'espèces, donc c'est une question très urbaine aussi, hein, parce que bon, quand on habite un petit village à la campagne, on ne se pose pas la question de savoir s'il y a des lois. Enfin, il y a des lois et on vit avec tout ce petit monde-là. C'est plutôt quelles nouvelles espèces pourraient arriver en ville, quoi, hein. Voilà, moi je suis à Thomery, bah, il y a des sangliers partout. L'autre jour, il y a une dame qui s'est fait attaquer, elle a dû laisser ses courses aux sangliers. Alors, bon. Et là, on est à la frange entre l'urbain et le rural. Mais ce serait plutôt de savoir quelle espèce on peut faire venir. Et il y a beaucoup d'espèces vivantes qui se réfugient en ville. Hein. Vous savez ça, quoi. On voit notamment à Paris hein, beaucoup d'espèces qui essayent de faire du milieu urbain leur milieu, mais bon, c'est pas évident, parce qu'elles fuient d'autres, enfin,
leur territoire habituel. Voilà. Et la notion de collaborateur et de collaboratrice est vraiment intéressante que vous évoquez, où, par exemple, l'image des rats qui est très, très, très négative, finalement, je crois que c'est à Londres ou dans une autre ville anglaise où il n'y a pas assez de rats pour manger pour aider à nettoyer les égouts. Et finalement, voilà, il y a des questions, il y a aussi des questions de perception qu'on peut avoir de l'autre. Il y a tout un travail sur l'altérité que mènent certains chercheurs pour modifier la relation qu'on peut avoir à certains qu'on nomme indésirables. Et Nathalie Blanc travaille beaucoup dessus d'ailleurs, c'est très intéressant. Vous avez évoqué des recherches que vous menez, des expérimentations. Alors, comment est-ce qu'on atterrit dans la pratique? Augustin, vous en avez un peu parlé. Comment on atterrit sur des projets d'architecture, sur des projets urbains à partir de toutes ces explorations? Vous l'avez un peu évoqué, donc on peut voilà, aborder assez rapidement cette question, mais peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez ajouter. Voilà, non, je vais me répéter un tout petit peu, mais par l'exercice, en faisant évoluer notre exercice habituel, bon, moi je suis archi, j'ai une agence, je travaille, et j'ai une approche qui était, je veux dire, ordinaire. J'entends, bon, on manie des échelles assez importantes, hein, on a beaucoup de responsabilités, on fait des immeubles collectifs, des équipements, des bouts de ville, un peu d'urba. On essaie de faire de l'urba avec de l'agriculture, mais c'est très difficile parce que la question agricole est explosive. Donc, toutes nos aventures capotent plus ou moins, mais c'est comme ça, c'est l'époque. On essaie de mettre ces choses-là en place et puis on voit bien qu'en fait, quand on arrive devant le fait accompli concrètement, quand il s'agit d'atterrir, comme tu dis, eh bien, il y a plus grand monde pour vouloir, côté politique, se dire, bon, bah, l'agricole, on s'en saisit parce qu'on revient toujours dans les nuisances. Le sale, le bruyant, le polluant, dans ce que tu viens d'évoquer aussi, et de ce dont Mathieu a parlé sur l'animal. Et par des petites expériences qu'on peut faire tous, chacun avec nos moyens. Bon, alors moi, j'ai concentré tous mes moyens dessus. Donc, je vous ai montré une expérience qu'on ne fait peut-être pas comme ça non plus. C'est vrai, il faut du temps, etc. Mais on peut y participer. Moi, au début, j'ai aidé Élodie, voilà, qui est une fille fantastique. Je répète, Paris Sifflore, ce qu'elle fait, il faut absolument aller voir, et notamment les praticiens. Voilà. Mais après, on peut aussi se creuser les méninges. Et je voulais peut-être finalement aborder une petite question, si tu m'autorises, sur l'idée que, justement, pour dépasser un peu ces clivages du sale ou du nuisible, ça suppose aussi de dépasser un clivage fondamental qui est celui du laborieux, qui est celui aussi qui voudrait que tout ce qui est agricole, plutôt que d'être la régulation de toutes les super notions qu'on vient d'évoquer, ce serait celui du labeur, de la production. Ce serait l'arraisonnement d'une partie du territoire à la production de calories et d'alimentaire. Et j'invite tous les jeunes architectes à se poser des questions très simples sur qu'est-ce que c'est que cet espace vivant, dans quelle mesure il est agricole, et quelle est son économie, c'est-à-dire est-ce qu'un espace agricole, c'est forcément un espace rentable? Si je pose la même question sur un espace de nature, par exemple, il faut voir que, par exemple, à Paris, l'exposition le montrait, en un siècle, la nature a doublé d'emprise. Hein? Il y a 2 fois plus de nature en Île-de-France qu'en 1900. On est passé à 33% du territoire contre 17% en 1900. Pourtant, dans le même laps de temps, le vivant s'est cassé la binette. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a pris la place? En fait, avant, c'était des espaces agricoles, mais qui conciliaient le vivant. Et à la place, ce sont des espaces de nature qui sont des espaces modernes, de loisirs, qu'on lie à la santé, qu'on lie finalement à des formes de jouissance très particulières qui sont celles de l'ancienne modernité, quoi. Enfin, de la modernité, celle avec un grand M. Voilà. Et donc, je pense qu'on doit revisiter cette question agricole pour la désamorcer, parce que c'est aussi pour ça qu'elle est explosive, c'est parce qu'elle est tout le temps tenue de produire, de nous nourrir,
Et puis, si ce n'est pas de la bonne agriculture, on marche sur la tête, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ces idées farfelues, etc. Donc, l'agriculture est toujours tenue de faire des choses. Et la nature, on ne sait pas trop. Je voudrais vous montrer une ou deux images comme ça, assez belles, rapidement, de deux artistes. Martha Schwarz, qui fait cette grande sculpture en Allemagne qui s'appelle Powerline. Alors, bon, c'est vraiment une sculpture, c'est assez compliqué parce que ça parle de la roue, ça croise des lignes électriques avec une statue de Bismarck pour dire à quel point cette région de l'Allemagne a été prise comme, justement, a été arraisonnée pour produire en charbon. Voilà. Mais au passage, c'est donc une culture, hein, c'est un travail avec un agriculteur. Et on voit à quel point ce qu'elle appelle des stimuli visuels eh bien, nous invite à pénétrer ces espaces et à en jouir. Voilà. C'est le cas aussi, par exemple, de ce projet très connu d'Agnès Dénès, qui est connu pour sa critique du capitalisme en général, de l'usage du foncier, parce qu'elle calculait que chaque grain de blé avec le foncier de New York valait tant, etc. Mais c'est aussi cette très belle image, l'idée que même dans la représentation la plus radicale de l'agriculture, il est possible aussi de se promener et d'en jouir. Alors bon, pas forcément cette monoculture de blé parfaite, etc., qu'on envisage, mais aussi, parce que c'est aussi important. C'est aussi important. Voilà. Ce n'est pas exactement l'objet d'Agnès Dénès de vouloir rapprocher, mais bon, enfin, il y a quand même une très grande beauté, c'est une artiste, elle ne fait pas les choses par hasard. Hein. Et donc, ce rapprochement, voilà, de bien penser à ne plus opposer milieu agricole comme environnement de labeur et nature comme lieu de jouissance. Merci beaucoup, Augustin, et merci pour ces C'est pas le vivant, très belles images. Et il y a Florence Sarano qui a écrit une question que je vais vous lire. Comment l'architecture pourrait-elle avoir soin du vivant? Exemple et prospective. Est-ce que Mathieu, tu veux… Oui, je vais peut-être répondre du coup, et je vais rebondir un peu ce que tu as dit, Augustin, et puis je vais répondre en même temps à la question. Je vais m'appuyer sur une image, un autre travaux d'étudiants de cette année. Moi, la vraie question, c'est aujourd'hui, et je me suis posé aussi cette question depuis quelques années, c'est comment faire le métier d'architecte aujourd'hui avec les crises qu'on traverse et dire, j'ai reçu dans des études, pendant aussi des années où j'ai travaillé dans différentes agences, c'était de construire à tout prix. Aujourd'hui, la tendance, elle s'inverse finalement, c'est que depuis quelques années, nous, en tant qu'architectes, on va essayer de ne pas densifier, d'essayer que les bâtiments, en tout cas les projets, mais les projets urbains, ils soient les moins denses possibles, qu'ils accueillent le plus possible d'espaces naturels finalement. Et finalement, ce que j'enseigne aussi auprès des étudiants, c'est de dire comment il faut construire et au plus juste. Et finalement, c'est de peut-être ne pas construire. Donc peut-être le futur du métier d'architecte, c'est de dire, on va construire sur l'existant, on va construire pour laisser la place finalement au vivant et prendre soin du vivant, comme Florence le dit. Là, c'est un projet étudiant, on dit qu'ils ont travaillé sur finalement une constellation, c'est-à-dire qu'il y a une constellation entre les espaces sauvages, les espaces qui sont cultivés, domesticisés, et puis les espaces construits. Avec dans l'existant finalement. Ça, je pense que c'est un point important. Et c'est finalement, le métier d'architecte, c'est de construire au plus juste. Et c'est peut-être ça la vraie raison d'être des futures générations d'architectes. Et c'est ne pas construire à outrance. Donc, je pense que c'est une des réponses pour prendre soin du vivant. Si je peux, en laissant peut-être comme ça, Augustin, quelques secondes pour donner une réponse, moi aussi, en volant la parole de manière absolument honteuse. En réfléchissant à la question de Florence, je me disais, c'est drôle parce que les architectures liées à l'animal et au corps de l'animal, alors pas toutes, hein, que ce soit le pavillon de chasse, c'est lié à l'animal traqué, le zoo et les ménageries, c'est lié à un animal qu'on contrôle et qu'on exhibe, l'abattoir, j'en parle même pas. Hein. Et en fait, beaucoup d'architectures auxquelles on peut penser quand on pense alors là à la faune, hein, et c'est pas seulement ce que Florence entendait, mais au contraire, sont dans un rapport pas du tout de soin, mais dans un rapport d'une grande, comment dire, un grand contrôle, en tout cas, au corps de l'animal. C'est vrai que cette question du corps, elle est revenue plusieurs fois et ça me semblait important aussi
de pointer ça, que historiquement, il y a quand même un rapport au corps de l'animal dans l'architecture qui, dans une certaine forme d'architecture, se fait par le contrôle, la domination et des dispositifs assez rudes. Voilà, je te laisse la parole que j'ai volée honteusement. Non, mais bon, je pense que ça passe par plusieurs choses, c'est-à-dire en même temps qu'on conçoit nos architectures, c'est essayer d'être architecte animalier, architecte. La petite expérience qu'on a montrée là, à Paris dans le 18e, bah, c'est sûr qu'on la réalise dans l'économie d'une architecture qui est dédiée à autre chose à la base. Hein. On pourrait comparer ça au 1% artistique. Alors, peut-être qu'il ne faudrait pas que ce soit une comparaison qui dure. Bon, pourquoi pas d'ailleurs, hein, je ne sais pas si c'est une bonne comparaison, mais enfin, en tout cas, je veux dire, c'est dans les mêmes proportions. On ne pourrait pas en vivre, hein, parce que si on faisait que ça, on ne pourrait pas en vivre, mais on peut très bien partager ces économies. Je dirais aussi que, évidemment, réhabiliter, habiter ce qu'on a déjà, etc., c'est vachement important. Mais il y a aussi l'idée qu'il faut faire très attention à ce qu'on supprime aussi, se rappeler que des bâtiments peuvent être habités par du vivant, nos bâtiments, pas seulement la ruine, parce que la ruine, quand elle est laissée à l'abandon, comme ça, elle devient un habitat et elle se décompose, quoi qu'il n'y ait quand même pas beaucoup de matériaux végétaux, hein, à part des poutres, et il ne faut plus compter dessus, parce que quand les poutres sont trop récentes, elles sont vraiment traitées au long terme. Mais on peut aussi, comme j'avais montré ce cas dans le troupeau McDonald's, envisager que nos habitations sont des protections. Et en fait, le vivant se protège, toutes les espèces vivantes se protègent. Personne ne se fait cramer sur la plage, là. Tout le monde attrape des coups de soleil et tout le monde est sensible aux UV et toutes les espèces vivantes sont très sensibles, notamment au vent. C'est quelque chose qui est très important. Donc, aux UV, au vent, à la sécheresse. Et il y a des bâtiments qui sont déjà très bien pour le vivant. Voilà. Moi, je serais pour faire des parcs ou mettre de la terre ou dans des choses qu'on n'utilise pas, qui pourraient tout à fait être des habitats beaucoup plus fertiles d'un point de vue de la biodiversité, riche, vivant, hein, que de la pleine terre. Alors, on a une autre question. Alors, d'abord, Julie nous signale, elle a raison, que j'oublie la ferme qui est un lieu de vie de l'humain et de l'animal, et le programme est de prendre soin, ce qui est vrai. Yvan vous pose une question que je vais vous lire. Ne peut-on pas penser aussi l'architecture comme des leviers bâtis et paysagers à différents niveaux et échelles, comme des opportunités à faire et à construire des réciprocités et de moyens de réactiver et soigner le vivant plutôt que de penser le construit comme un acte traumatisant? Je pense que c'est peut-être lié à… Et alors, je lis une autre question et comme ça, les autres questions, et comme ça, je vous laisse réagir, peut-être faire voilà, des réponses. Augustin, merci de partager autant de références et figures féminines, plutôt rares en architecture. Une architecture vivante, là aussi, point d'interrogation. Je ne sais pas si vous voyez aussi des commentaires en même temps que moi. Jules Barbet, il est ici question d'infrastructures du sol, de la nature. Comment vous positionnez-vous vis-à-vis des infrastructures plus anthropiques, voies routières, ferrées, canaux? Quel avenir pour ces lourdes constructions? Considérez-vous qu'elles peuvent ou doivent servir de support à un développement de la nature et de la biodiversité? Jules Barbet, étudiant à Val-de-Seine, qui a fait un diplôme brillant, un mémoire brillant. Et Julie, à partir du moment où un bâtiment est compostable, il est vivant. Alors, moi, je peux peut-être répondre sur les infrastructures. C'est aussi un travail sur lequel je travaille, sur les obsolescences des infrastructures. Ça, c'était l'objet de ma thèse, finalement, de comment on réinterprète ces infrastructures avec l'évolution, finalement, de nos modes de mobilité, de déplacement. On voit qu'en un an aussi, avec la crise sanitaire, on voit que nos modes de vie vont sûrement évoluer. Et c'est sûr que ces grandes infrastructures, elles ont créé des fractures,
comment dire, des séparations dans l'espace, c'est sûr. Donc, on a essayé de les relier. Par exemple, sur les autoroutes, on crée des ponts de passage pour les animaux sauvages. Elles ont beaucoup de nuisances. Et donc, c'est vrai que, par exemple, il y a eu toute une réflexion en Île-de-France pour l'avenir des autoroutes urbaines. Il y en a certaines qui sont déclassées, ne serait-ce que déjà de réduire la vitesse, voilà, pour réduire la pollution. En fait, c'est un ensemble de nuisances qu'on a perçues au fur et à mesure des années, depuis les années 90, 2000. Et aujourd'hui, c'est plus acceptable, en fait. Et donc, c'est vrai que du coup, ça peut être support de biodiversité. C'est vrai, pour être support de biodiversité, il faut d'abord changer, je pense, nos modes de vie. Et ça, je pense que c'est un point important. On a parlé beaucoup de ruralité aujourd'hui, d'agriculture. Finalement, c'est un monde où les architectes ont peu la place parce que c'est 800 mètres carrés dans un bâtiment agricole pour avoir un architecte. Donc, finalement, c'est quelque chose qui est dans le monde de l'architecture un peu déplacé. Mais il ne faut pas oublier la rudesse, en fait, au fait de tous ces mondes, en fait, le monde agricole ou le monde finalement sauvage. Et j'en reviens aux infrastructures. Et c'est pour ça qu'on a essayé de les combattre, les franchir les montagnes. Aujourd'hui, il faut peut-être les accepter telles qu'elles sont et de peut-être moins se déplacer ou se déplacer différemment et ne pas justement les affronter. Et je pense que ça, c'est aussi un point important pour réduire ces infrastructures, en tout cas pas en construire de nouvelles. Moi, j'ajouterais sur cette question d'infrastructure que lorsque nous avons cartographié donc les emprises de l'Île-de-France, donc de façon très méthodique, parce on est parti des cartes militaires et donc on les a numérisées, on les a redessinées sur toute l'Île-de-France et on les a comparées avec les cartes de l'IAU, qui sont donc les cartes officielles d'emprise aujourd'hui, en essayant de faire correspondre les catégories. Et donc, on a vu apparaître, en effet, une augmentation flagrante de la nature. Hein. Je vous montre dans le bouquin comme ça, grosso modo, ça c'est les tâches en 1900, ça c'est aujourd'hui, d'accord. Et l'IAU catégorise ces emprises de nature, donc qui sont des emprises non bâties, non imperméabilisées, non cultivées. Et il y a une part, alors il y a une part très grande qui sont les jardins individuels, une énorme question, l'habitat individuel, énorme question qui nous est posée sur l'avenir de l'habitat individuel. Bon, ça serait une prochaine discussion, je pense. Et pour rester sur la question des infrastructures, eh bien, il y a une très grande partie de monoculture de gazon qui accompagne les infrastructures modernes. Autoroutes, trains, et aussi les grandes fonctions industrielles et les zones d'activité. C'est-à-dire que pour stériliser, protéger, sécuriser ces espaces, pour donner une bonne visibilité, eh bien, ils sont tous doublés, triplés, quadruplés d'emprises qui sont des monocultures, voilà, non pas de blé, mais elles sont plus polluantes. Hein. Savoir que les parcs et jardins et tout ce qu'on a fait pour maintenir une nature souvent exotique ou alors qui correspond ou abstraite, etc., ça embarque des doses de pesticides qui sont autrement plus costauds que celles de l'agriculture historiquement. Hein. Un golf, c'est 10 fois plus de traitement que les monocultures les plus dures. Alors, tout ça change, etc. Mais je rebondis là-dessus parce que sur les infrastructures, il y a beaucoup de nature no man's land qui sont à saisir. Et ce sont des réseaux. Voilà, et ça, c'est aussi un sujet pour l'architecte. Mais bon, ce sont comme tu disais, Mathieu, le monde agricole n'est pas à l'architecte. Pourtant, il faut savoir qu'un tiers des espaces bâtis non résidentiels sont agricoles sans architecte. Donc, ça veut dire, c'est quand même une proportion qui est non négligeable. Et voilà, donc, de la même manière que ces petites architectures sur le toit ou de ces architectures animalières ou de ces délaissés, on s'attaque aujourd'hui à tout ce qui, hier, ne valait rien du tout. Voilà. Alors après, on a des petites questions de comment on va en vivre et voilà, comment est-ce qu'on va continuer à faire notre métier, comment est-ce qu'on va en vivre dans la pratique, quoi. C'est vrai que ça
ça pose ces questions-là, maintenant qu'il faut s'occuper de ces choses plus fragiles. Comment est-ce qu'on va pouvoir préserver nos métiers? Et ça c'est une vraie question. Et c'est en se rencontrant les uns les autres, je pense, qu'on trouvera la solution. Merci beaucoup, Augustin. Alors, j'avais dans l'idée de réussir à tenir 1h30, ce qui me semble assez raisonnable, à ne pas faire plus de temps aussi pour qu'on puisse rester vif dans nos échanges. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous lire les 2 derniers commentaires et questions, de vous laisser réagir dessus. Et ensuite, ce que l'on vous propose, Mathieu, Augustin et moi, c'est de terminer avec une lecture assez brève d'un texte que feront chacun de nos 2 invités pour nous laisser en douceur avec les paroles, les mots d'un texte que vous avez choisi. Alors, je lis les 2 derniers commentaires, et donc si vous souhaitez réagir ensuite, c'est parfait. Alors, Yvan, considérant l'humanité effectivement comme des êtres parmi d'autres vivants, ne faut-il pas revoir nos paradigmes anthropocentrés sous un angle symbiotique en assumant à tout niveau notre place sous une forme d'interaction et synergie vertueuse? Ce à quoi Victor dit « Je vous rejoins, Yvan. Est-ce que l'on ne reste pas dans une démarche anthropocentrique en imaginant devoir, entre parenthèses, soigner le vivant ?» Peut-être qu'une posture éthique consisterait à définir des limites franches de non-intervention. Nous avons clairement la capacité de détruire l'espace vital des autres espèces. Avons-nous vraiment besoin de nous accaparer cette capacité à soigner? Moi, je trouve que c'est une très bonne question, et c'est ce que j'essayais un petit peu d'expliquer au début. Ce sont des postures différentes, et je pense que ce n'est pas forcément des postures qu'on peut avoir de manière permanente dans toutes les situations. À cette question-là, par exemple, la botaniste dont je vous parle, elle répond à sa manière en disant on intervient. Et c'est tout à fait, en effet, entendable de dire non mais attendez, il faut arrêter tout court. En fait, le bilan est un peu lourd, donc c'est le retrait. C'est le retrait qui est à envisager. Donc, l'architecture devient un exercice de repli. Hein? On libère les territoires conquis. Alors, c'est vachement intéressant. Tout ça se heurte toujours au tabou. On n'en a pas trop parlé parce que les utopies sont toutes des utopies agricoles dans lesquelles il y a le vivant, etc. Et il y a aussi toujours le tabou du numerus clausus de l'humanité là-dedans. C'est-à-dire à partir de quand on peut envisager ce genre de repli alors qu'on est on croit en nous. Mais ça, c'est aussi un autre tabou qui est très difficile à affronter. Mais moi, je suis tout à fait perdu entre ces deux notions que j'ai besoin d'expérimenter. Je serais incapable de dire l'un ou l'autre, il ne faut rien toucher ou il faut toucher. Je pense qu'il faut faire très attention, quoi. Ça c'est sûr, et qu'il faut essayer les deux dans des situations différentes. Et le sujet est tel que de toute façon, il suppose forcément des contradictions, mais si on peut les mener avec précision, ça nous permettra d'avancer sur cette question-là. Merci beaucoup, Mathieu. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. La question de soigner le vivant, oui, c'est sûr, c'est-à-dire, à un moment donné, c'est quelque part la continuité d'une domination en fait, du vivant. Mais aujourd'hui, malheureusement, l'ensemble de la Terre a été foulé par le pied de l'homme à tous les endroits, y compris dans les océans. Donc, la question, c'est comment aujourd'hui on vit avec ça. C'est un peu la question qu'on avait posée avec la Terre est une architecture. Mais si je reviens à une échelle beaucoup plus petite avec l'expérience avec les chevaux, le cheval, il a été domestiqué, il a été utilisé, il a été aussi sauvé
certaines races ont été sauvées grâce finalement à la vente de sa viande. Donc, parce qu'on a voulu le sauver, donc finalement le soigner. Mais aujourd'hui, il y a peut-être d'autres rapports. C'est le travail qu'on a pu faire avec les étudiants avec Nathalie Friet sur une vision un peu plus éthologique en fait de la nature et non pas anthropocentrée, où finalement le cheval, il ne pourra pas être remis à l'état sauvage. Ce n'est pas possible, ça fait des millénaires qu'il a été croisé, transformé. C'est ça la domestication. La domestication, c'est le contrôle de la reproduction par les êtres humains. Mais ça, c'est valable aussi pour les espèces végétales. On a contrôlé, en fait. Et à partir du moment où on a contrôlé, on les a croisés, on a hybridés, et on les a transformés dans des êtres qui sont un peu des chimères, qui ne sont pas possibles de remettre à l'état sauvage. Par contre, il faut leur laisser peut-être la liberté, que ce soit dans des espaces sanctuarisés ou pour le cheval, des moments où il vit sa vie de cheval, même si on lui donne l'abri. Ça, c'est un point important que par exemple, Jocelyne Porcher, qui est chercheur, qui travaille sur ces questions de domestication et d'élevage, où finalement, l'animal est au travail, mais il a des moments où il a besoin de se reposer. Ce n'est pas ce que l'industrie lui a permis, et en tous les cas, c'est ça qui est important, c'est que la terre doit aussi se reposer et doit rentrer dans les cycles. Donc, c'est peut-être ce moyen-là de soigner sans domestiquer. Merci beaucoup. Augustin, je t'ai vu lever la main à un moment donné, comme si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que… Non, mais en fait, le petit texte prendra la suite, le petit texte qu'on… D'accord. Ouais, D'accord. Bon. Je remercie les auditeurs et auditrices pour toutes les questions qui ont été posées et qui sont très, très riches. Et je remercie aussi Sabine d'avoir pointé, en effet, Augustin, les références féminines qui sont assez rares en général, quand sont assez rares. Je vous laisse la parole. Augustin, est-ce que tu veux peut-être prendre la parole pour lire le texte que tu as choisi? Oui, voilà, tu nous as demandé de sélectionner un petit texte et je voulais dire que ça rebondissait peut-être avec la question grave qui vient d'être posée, est-ce qu'il faut intervenir ou pas? Et c'est un extrait d'un texte de Robert Michael Pyle qui est un écologue spécialiste dans la biologie de la conservation et notamment des papillons, et qui parle de l'importance de faire l'expérience de la nature, toutes ses formes. Et notamment parce que si, en perdant le contact, ce qui serait une hypothèse du repli, en disant ça suffit maintenant, on a assez abîmé, on se replie entre nous, eh bien, paradoxalement, on perd la compréhension du vivant et il n'y a aucune raison pour qu'on maintienne ce repli. Du coup. Voilà. Donc, je lis ce petit paragraphe qui veut dire aussi que, bon, il y a des catastrophes. Ce n'est pas la première fois que l'humanité vit une catastrophe. Là, celle-là, elle a l'air d'être assez forte. Mais il nous parle aussi du fait que ne pas se perdre dans les grandes catastrophes et d'essayer de regarder les petites catastrophes. Et les petites catastrophes, elles sont peut-être à notre portée. Voilà. Donc il a grandi à Aurora, dans le Colorado, et il observe la disparition des terrains vagues. Bon, moi, je suis un amoureux des terrains vagues. Et donc, et avec cette perte de terrains vagues, il dit les choses suivantes. Ces pertes locales s'accompagnent d'un autre type de disparition. Je la nomme l'extinction de l'expérience. Pour le formuler simplement, la perte d'espèces locales menace notre expérience de la nature. Si une espèce s'éteint dans notre environnement accessible, qui est d'autant plus restreint que nous sommes très âgés, très jeunes, handicapés ou pauvres, en un sens, c'est comme si elle disparaissait totalement. En effet, pour ceux qui ne peuvent rayonner bien loin, l'extinction locale équivaut à une éradication globale. Merci beaucoup, Augustin. Voilà, il faut voir ça d'une manière positive, parce qu'il y a des mots. C'est de dire, c'est se saisir des petites catastrophes. Voilà, et on peut se saisir des petites catastrophes pour éviter des choses qui apparaîtront aussi globales, c'est-à-dire irréversibles et totales pour beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup.
Mathieu, est-ce que tu souhaites réagir et lire ou juste moi, j'avais pensé à la fin, je m'étais dit à la fin de la discussion, on va être tous et toutes fatigués, les auditeurs, auditrices et nous, et que c'était assez doux de terminer avec ces quelques mots. Mathieu, je te laisse la parole. Alors, du coup, moi, je vais vous lire un texte de Jacob Foucault, qui est un biologiste et philosophe allemand, qui a écrit ce texte en 1934. Donc, c'est le livre donc, Monde animaux et monde humain. Donc, il a travaillé vraiment sur les différentes espèces et il a travaillé sur la question de la notion, finalement, que chaque espèce a son organisation propre et ses propres règles, en fait, de vie. Et qu'il y a des moments où les espèces peuvent se rencontrer à un moment donné. Et donc, il y a ce très beau texte, cet extrait, qui est vraiment, je pense, assez intéressant, et je vais vous le lire. Donc, qui date, il faut se rappeler, de 1934. Tentons pour finir de regarder de l'extérieur notre propre demeure corporelle et le jardin qui s'y rattache. Nous savons maintenant que le soleil qui luit dans notre ciel, notre jardin rempli de plantes, d'animaux et d'hommes ne sont que les symboles d'une composition naturelle qui englobe tout et ordonne toute chose selon son rang et sa signification. Nous savons qu'à notre mort, ce soleil, ce ciel et cette terre disparaîtront, mais qu'ils continueront à exister sous des formes analogues dans les milieux des générations futures. Les choses ne disposent pas seulement dans les deux dimensions de l'espace et du temps. Une troisième dimension s'y ajoute, celle des milieux dans lesquels les objets se répètent selon des formes nouvelles. En nombre infini, les milieux fournissent dans cette troisième dimension le clavier sur lequel la nature joue sa symphonie de signification supratemporelle et extraspatiale. À nous, pendant la vie, de constituer avec notre milieu une touche dans le clavier prodigieux sur lequel glisse en se joint une main invisible. Merci beaucoup Mathieu pour ce texte. Merci Augustin aussi pour les beaux textes que vous venez de nous lire et pour cette discussion qui était vraiment très très intéressante. Merci beaucoup d'avoir accepté de jouer ce jeu pas évident, un peu d'équilibriste, de ne pas faire une présentation chacun, mais d'échanger avec toute l'improvisation que ça suppose. Je tiens aussi à remercier évidemment les auditeurs et les auditrices, l'école d'architecture de Nantes qui nous porte et soutient et qui organise ces rencontres. Et vous dire que la semaine prochaine, nous recevons Sophie Delay et Suzanne Eliasson pour parler de la question de la fluidité dans le territoire de l'habitation. Et ce sera à 18h en Zoom aussi. Merci beaucoup encore, Augustin. Merci beaucoup, Mathieu. Et bonne soirée à toutes et tous. Merci à tous également. On a été très honorés de participer à cette discussion. Oui, merci de votre écoute. Merci Léa et Augustin pour cet échange. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.